Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room. Au sommaire de cette émission, dans la section veille, on va vous parler des dernières releases de CSS et de Rails, Ruby on Rails bien sûr. Dans le dossier de cette émission est consacré à Parse avec Cédric Moret qui nous rejoindra un petit peu plus tard lors du dossier. Dans la Toolbox, on vous parlera principalement de CSS et enfin dans la zone 404, nous découvrirons HAML. Mais avant, je dois accueillir Teddy. Salut Teddy, tu vas bien? Ça va très bien. Bon, c'est cool. T'es prêt à démarrer? On est là. Alors on y va pour la section veille. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debug Room, l'émission du développement web et mobile, présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debug Room est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Et dans la section veille, Teddy commence par vous parler de Django 1.7. Oui, qui vient tout juste d'être release. Comment on dit en français? D'être sorti? D'être sorti. Ouais. D'être livré? Ouais, on va dire ça. D'être libéré. D'être libéré. Ils l'ont libéré. Ils l'ont libéré. Et voilà, bon, c'est une bonne petite mise à jour. Il y a notamment un truc qui est vachement utile, que moi j'avais beaucoup aimé à l'époque où il l'avait entre guillemets inventé dans Rails. C'est le système de migration des bases de données. Ouais. Alors il y avait un système qui existait avant. Bon, moi je suis pas un grand spécialiste de Django, mais il y avait un système qui existait auparavant, mais qui était c'était une librairie à part quoi, à acheter. Voilà, et maintenant grosso modo ils l'ont intégré dans Django. Ouais. Alors Django, c'est un framework Python, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, donc après il y a du bug fix, il y a d'autres trucs derrière que vous irez voir, voilà. Mais en tout cas pour ceux qui en font, je pense qu'ils seront contents d'avoir ce système de migration de base de données. C'est clair. Ouais, je sais pas si tu vois bien. Ouais, si, je vois très bien ce que c'est. Tu décris petit à petit tes modifications. Et ça, ouais, voilà, c'est ça. Et surtout, du coup, c'est écrit dans des fichiers que du coup tu peux copier dans ton guide, dans ton SVN. Ça permet de versionner les bases de données et alléluia, qu'est-ce que ça nous manque. C'est super bien. Ok, c'est cool. Bah écoute, moi je vais enchaîner avec un truc un peu plus sympa qui sont les animations sans jQuery. Et oui, il n'y a pas que jQuery pour faire des animations HTML5, vous voyez, faire bouger un petit peu vos éléments. Voilà, c'est un petit article de Smashing Mac qui vous présente un petit peu les différentes possibilités qui vous sont offertes pardon, pour réaliser des animations sans utiliser jQuery, parce qu'on fait pas ça, on n'a pas forcément tous les jours, tout le temps besoin. Donc voilà, vous irez voir, moi j'ai trouvé ça intéressant. Comme d'habitude, c'est pas supporté par énormément de navigateurs, mais au moins c'est possible si vous en avez besoin. Je ne veux pas en parler plus que ça parce que l'article est comme d'habitude dans Smashing Mag assez précis. Teddy, tu nous parles de CakePHP 3. Oui, qui vient de sortir lui aussi. Bon, c'est toujours pareil, on va pas s'éterniser dessus, hein. C'est pour ceux qui s'en servent, allez voir ce qu'il y a dedans si ça vous intéresse. Mais voilà, grosso modo, ils utilisent beaucoup plus Enfin, ils ont changé de version minimale de PHP. Ils sont en 5.4, j'avais cru voir. En 5.4.19. Ouais. Et grosso modo, en fait, avec PHP 3, ce que ça fait, c'est que ça utilise toutes les nouvelles possibilités introduites par cette nouvelle version minimale. Space, ouais, exactement. Un nouvel ORM aussi. Bon. Ouais. Donc ça, bon, là encore une fois, je suis pas spécialiste de ça. Effectivement, quand j'ai lu l'article, j'ai trouvé que c'était bien ce qu'il y avait dedans. C'est plus mieux, ouais, c'est plus de bonheur pour nos amis les développeurs, quoi. À charger à ceux qui se servent de ce framework, d'aller voir si ça vaut le coup de l'association Belongs to Me. Yes. Ouais, il y a pas mal de choses. Hein, ouais, ça a une release un peu solide. Donc on est content que PHP continue à faire ses évolutions. Moi de mon côté, je vais vous parler d'un deuxième truc un petit peu cool qui sont les effets de chargement en CSS. Donc pour ceux qui ont la vidéo, vous voyez des petites illustrations, des petites animations que ça peut proposer. C'est un article cette fois-ci de Tutmix qui nous explique ça. Malheureusement, alors c'est tout du CSS, il n'y a pas un brin de JS là-dedans. Malheureusement, c'est très mal supporté par Internet Explorer, comme on pouvait s'y attendre, parce que l'annonce du support pour Internet Explorer, c'est IE11 partial support.
Donc bon, c'est quand même un peu décevant, on y est habitué, mais ça fait toujours un petit peu de déception. Donc voilà, il y a quelques... Non, 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 c'est pas ça, c'est plus c'est les effets d'apparition, donc ouais, au chargement. Donc si sur IE il n'y a pas, ben, tant pis pour eux. oui, c'est sûr, mais bon, c'est quand même... Après, voilà, là c'est une démo, il suffit peut-être de mettre oui, il y a peut-être un une autre polyfiltre qui va animation, régler, ou non, même tout simplement une Ah, autre de mettre animation autre chose, pour hein. ceux qui ne le supportent pas. Avec C'est Modernizer, c'est super sympa. Ça. c'est clair. C'est Non, clair. ouais, c'est pas mal. Donc voilà, donc c'était si vous avez besoin d'idées pour animer un petit peu vos pages, parce qu'on vous a dit ouais je veux des animations super cool dans ma maquette, et bah voilà, vous avez quelques exemples de ce qu'on peut proposer avec Tiens. les outils tout ça. Ouais, en plus l'exemple il est pas mal, parce qu'on voit bien, ça permet de bien voir ce qu'ils ont écrit comme code pour arriver à ce résultat. Exactement, donc c'est nickel et c'est visiblement appuyé sur C'est bien. la sonnerie. Nickel. À toi Teddy de nous parler des CSS triggers. Qu'est-ce que c'est donc ça? Yes. CSS Trigger, c'est. Alors je sais pas pourquoi ils ont écrit bêta. Apparemment c'est en bêta, c'est peut-être parce que c'est. Peut-être qu'ils n'ont pas encore mis toutes les propriétés. Mais bref, c'est une liste de propriétés CSS avec en face l'indication de. Voilà, quand on va changer la valeur de cette propriété CSS par rapport à la valeur par défaut, ou quand on va la modifier, qu'est-ce que ça va entraîner comme opération du côté navigateur? Est-ce que ça va être un recalcul du layout général de la page? Est-ce que ça va être juste un repainting? Ou alors juste une composition de la page? Et voilà, en fait, ça va, vous irez voir hein, pour les détails, mais ça va vous donner une idée de l'impact sur les performances, le nombre de calculs que doit refaire le navigateur pour appliquer cette nouvelle propriété. Donc voilà, typiquement, ça va donner une idée de qu'est-ce que va impliquer un changement dans l'image de background ou sur le Z-index par exemple. Ouais. Et ça permet de, peut-être dans des cas où on a des pages qui sont très animées, de se dire, bah, tiens, plutôt que de rajouter cette animation-là sur tel élément qui va faire tout recalculer et qui va faire que ça va ramer, hein, simplement, l'animation ne va pas être fluide, peut-être que simplement en changeant cette animation ou cet effet par une autre qui va impliquer le changement de la valeur d'une autre propriété CSS, peut-être que du coup on va pas imposer le recalcul entier de la page, et que du coup on va gagner en performance. Ouais, c'est clair, ça permet d'essayer de comprendre un peu pourquoi votre navigateur rame comme ça en affichant votre page, hein, parce que globalement c'est ça que ça permet de dire. Non, c'est cool. Des fois on fait vraiment une petite modification et puis on comprend pas pourquoi ça rame, alors qu'en fait on comprend derrière, peut-être avec ce site-là, que on impose tout recalculer comme si on rechargeait complètement la page quasiment. Et effectivement, du coup on peut comprendre que le navigateur ait besoin de temps pour faire tout ça, surtout si on le fait fréquemment, tu vois, genre si t'arrêtes pas de changer une propriété qui est obligé de tout recalculer. Alors que parfois tu veux faire une animation juste pour montrer que tiens il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, et à ce moment-là tu mets n'importe quelle animation, c'est juste pour attirer l'œil, et à ce moment-là il vaut mieux utiliser jouer sur des propriétés CSS qui sont un peu moins gourmands à recalculer pour le navigateur. Ça marche. Alors je vais me risquer à expliquer ce que c'est que la différence entre le layout, le paint et le composite. Est-ce que tu saurais le faire? Pour moi, je vais te dire ce que j'en comprends. Donc layout pour moi c'est enfin voilà, pour moi il recalcule toute la page. Parce qu'il y a de la place pour mettre le bloc à droite, sinon il en met à gauche. C'est ça qu'il fait. Après le paint, c'est vraiment dessiner genre l'image, soit la div, le texte, toutes ces choses là. Donc c'est vraiment, mais c'est élément par élément. Et le compositing en fait c'est l'assemblage de tous les éléments ensemble. Donc typiquement, si on veut comparer, si on veut comprendre par exemple, si on change un Z-index, il va falloir potentiellement, il y a des éléments qui vont être cachés, donc il va falloir les effacer pour faire afficher ce qu'il y avait derrière, et après réassembler la page ensemble. Voilà, donc du coup, généralement, je sais pas d'ailleurs s'il y a cet exemple-là, mais généralement ça se fait dans cet ordre-là. D'ailleurs, on le voit là dans l'exemple. Quand on repaint, on recomposite. Quand on relayout, on repaint et on recomposite à chaque fois. Donc il y a toujours l'action la plus faible qu'on peut demander à un navigateur pour changer l'affichage, c'est juste de refaire le compositing de la page, c'est-à-dire de recombiner les éléments entre eux. Et on constate quand on regarde tous ces éléments-là que c'est assez rarement le cas. On fait quasiment tout le temps au moins un repaint et finalement assez fréquemment un relayouting de tout. Désolé pour le jargonnage, c'est pas terrible, mais voilà, un recalcul du layout, du gabarit de la page.
On va faire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc du coup c'est bon, c'est intéressant de l'avoir en tête. Oui, par exemple quand on change juste l'opacité, bah, il va repeindre juste l'élément en question et il va le recomposer avec les autres éléments qu'il n'a pas repeint. Ouais, mais par contre, il ne refait pas le layout, il refait pas le layout parce que ça taille, change pas et la ça taille change pas l'emplacement des autres blocs. Yes, voilà parce ce qu'on peut quand tu enlèves ta expliquer. margine, bah, du coup, effectivement, Là, ça change sa taille. il change sa taille, donc il faut qu'il revoie, il faut qu'il repositionne en fait tous les blocs les uns par rapport aux autres. Voilà un petit peu comment on peut vous aider à interpréter les petites pastilles de couleurs qui sont mises en avant sur cette page, mais je trouve ça bien cool, moi ça me plaît bien ce que tu as trouvé là. Ouais, c'est un bon truc pour si ouais, on a des problèmes de perf, ça aller le voir là-dessus, et puis en plus il est bien fait aussi. Oui, il est joli, c'est clair. Ok, bah écoute, on continue avec un article sur le blog des ingénieurs d'Instagram qui, comme vous le savez certainement, a sorti récemment la technologie Hyperlapse qui vous permet de faire des espèces d'effets de ralenti un petit peu et de stabiliser, stabiliser vos vidéos sur Instagram. Non, tu connais pas? Non, je connais pas. T'avais jamais vu? Bon, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont sorti. C'est pas comme le truc de Microsoft là? Je sais plus ce que ça fait Microsoft. Microsoft, tu sais, ça te prend les vidéos des GoPro qui tremblent et puis ça te fait un traitement un peu étrange et du coup ça tremble moins. Si, c'est un peu l'idée. Hein. L'idée de l'Hyperlapse, c'est bien de restabiliser un petit peu les images en captant les données du gyroscope ou des choses comme ça pour les combiner. Ouais. C'est comme ça que ça fait. Ce truc de Microsoft, c'était après coup, tu vois, c'est une fois que tu avais uploadé l'image sur leur serveur, ils te recompilaient le truc. Du coup, t'avais pas. Donc là, voilà, c'est un article un petit peu technique qui détaille comment techniquement ils ont construit cette fonctionnalité qui est assez populaire. Hein. Moi, j'en entends. Enfin, les gens qui l'ont utilisé, bon, je suis pas un fan d'Instagram, donc je l'utilise pas beaucoup, me disent que ouais, c'est vraiment chouette pour eux. Ça fait vraiment des vidéos beaucoup plus agréables à exploiter. Donc voilà, vous allez avoir un petit exemple de comment ça a été fait. Et je trouve ça toujours intéressant de savoir comment les grandes secondes codent leurs fonctionnalités qui deviennent populaires. Donc voilà, donc ceux qui sont curieux pour savoir comment ça marche, n'hésitez pas à aller voir. Et Teddy, à toi de nous faire naviguer sur les flots de Sales.js. Ouais, alors Sales.js, quand j'ai vu ça, j'étais bien content. Ah. Ça a l'air prometteur. Donc, prometteur dans le sens où ça a démarré il n'y a pas très très longtemps, c'est déjà assez avancé, mais si je ne me trompe pas, la version pour l'instant c'est 0.1. Ouais, sachant qu'il y a eu 0.01, 0.2, 0.3, donc ils ont eu le temps la première version, mais la first major release, c'est vraiment un début. C'est en train d'arriver, d'accord. Et en fait, le principe de Sales.js, c'est de faire Ruby on Rails dans Node.js. D'accord. Donc c'est vachement bien pour les développeurs qui sont sur Rails aujourd'hui, qui connaissent très bien Rails, et s'ils veulent passer à du Node.js. Je pense que c'est la meilleure solution si elle est pérenne. Voilà, on va lui laisser le temps de la maturité, mais en tout cas, effectivement, s'ils arrivent à maintenir la pérennité de ce projet, ça peut être vraiment intéressant pour tous les développeurs Rails pour passer en Node.js. Alors tu vas me demander, très bien, mais ça sert à quoi? Très bien, mais ça sert à quoi? Voilà. Alors, en fait, simplement, tu vas avoir, ça va te permettre de faire tout ce que tu faisais avec Ruby on Rails, mais avec les avantages de Node.js, et notamment, ça va être facile de faire du WebSocket, etc., du real-time, parce que du coup, c'est inclus de base dans ton Sales.js, mais en gardant les habitudes qu'on a avec Sales, c'est-à-dire avec le système de routing, le MVC qui ressemble beaucoup, le RM qui ressemble beaucoup. Ok. Voilà, donc ça a l'air vraiment prometteur. Après, c'est à voir. Je pense pas pour ceux qui ont envie d'aller dans les détails, on leur a préparé, on leur a sélectionné un petit tuto qui est pas mal fait pour et qui est en français. C'est vrai, il est en français. C'est pour ça que j'ai écrit en fait. Pour une fois, un tuto bien sympa vraiment pour démarrer. Hein, ouais, clairement, mais bon. Mais ça permet de voir que, tu vois, clairement pour créer ton application, tu fais Sales New, le nom de ton application. Et en avant, c'est parti quoi. Voilà. Et dans Rails, tu fais. Ah, je sais rien moi. Rails New. C'est beau. Donc, c'est vraiment bien. D'ailleurs, est-ce que tu penses qu'ils ont choisi le nom de Sales pour faire écho à Rails? Tu vois, parce qu'il y a quand même qu'une lettre qui change entre les deux.
Il y a peut-être un truc comme ça. Hein. Je pense. Je pense qu'il y a quelque chose. Hein. Bon voilà, on va arrêter nos supputations. En vrai, je pense que c'est juste parce que le R et S, ça se suit dans l'alphabet. Hein. Putain, les mecs, ils ont pas fait. Il y a vraiment des feignants dans les choisisseurs de noms. Bon allez, on continue. Et c'est encore toi qui, cette fois-ci, va nous parler de toutes les grosses releases qu'il y a eu sur ces 2 dernières semaines. Alors en parler, c'est grandi, hein. on va les survoler. Parce que déjà, il y en a pas mal qu'on avait parlé quand c'était en bêta. Oui. Donc on commence avec PHP 5.6, ça y est, qui est sorti. Donc celui-là, on va en parler un petit peu, parce que c'est quand même un gros truc PHP, mais grosso modo, on l'avait déjà parlé. Ouais, on avait déjà parlé. Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Il y a du bug fix, bien sûr, et puis après, il y a pas mal de les variadic functions, les PHP DBG, alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est un debugger interactif. C'est une sorte de console. C'est une console de debug. Ouais. DBG, en fait, de mémoire, c'est un debugger C++. C'est le nom d'un debugger C++ connu. Et donc, ils ont fait un truc pareil pour PHP. Je dis ça, j'en sais rien. Mon pif, mais. Ouais, si, c'est ça. D'accord. Tu lances ton truc. Donc voilà, ils ont fait. Par contre, un truc que j'avais pas vu jusqu'à maintenant, c'est que tu vois, on peut maintenant uploader des images de plus de 2 gigas de. Ouais, des images, je sais pas, mais au moins des vidéos. Enfin, des images, oui, des fichiers en tout cas. Des fichiers, quoi. Mais ouais, c'est plutôt probablement plutôt des vidéos qu'on verra utiliser cette fonctionnalité, mais ouais, c'est cool. C'est vrai que c'est utile. Je savais pas qu'il y avait cette limite en fait. Enfin, tout simplement parce que je l'ai jamais atteint. Voilà, c'est ça, oui, je savais pas qu'il y avait une limite de genre. Mon vieux, je veux dire, quand tu tombes dessus. Bonjour, non, c'est pas possible. Ouais, je sais pas. Faudrait qu'on recode dans une autre techno complètement. Ouais, ça vous. Pardon. T'es bien emmerdé. Je pense que tu peux. Ouais, sinon tu le déportes ailleurs, mais. Non, ou il suffit de découper en JS. Découpes ton fichier en JS C'est la librairie qui font ça. Ah, peut-être. Si, je pense que ça marcherait. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, il y a JSON Decode, qui est devenu un peu plus strict dans son décryptage des chaînes de caractères JSON. Donc, soyez vigilants parce que je pense qu'elle est vachement utilisée. Il y a la librairie GMP qui a évolué un petit peu et d'autres fonctionnalités qu'on vous propose d'aller voir dans les notes de l'émission parce que vous avez évidemment le lien sur la release note de la release 5.6. Assez précisément. Allez, on passe à Firefox qui a sorti sa version 32. Ouais, et donc c'est la version 32, c'est celle qui inclut notamment le nouveau système de cache HTTP qui est censé grandement améliorer les choses, avec le garbage collector aussi qui est amélioré. Et voilà, après il y avait d'autres trucs dont on avait parlé, mais il y a il y a des nouvelles méthodes pour les ECMAScript, des nouvelles propriétés CSS. Voilà, on avait déjà un peu parlé, il y a pas mal de choses nouvelles, hein, donc ça peut être intéressant. Alors moi je peux vous faire un premier retour. J'ai vu aucune différence avec leur nouveau moteur de cache HTTP, que les choses soient claires. J'ai rien vu, c'est certainement mieux. Et j'ai rien vu, je suis en train de. Ouais, mais c'est parce que t'as pas crash encore, parce que t'as un meilleur crash recovery. Ah oui, alors voilà, c'est pour ça, comme j'ai pas encore pesé mon navigateur Firefox, du coup, depuis la livraison de la 32, enfin voilà. Bon, donc voilà, donc c'est tout bien, c'est tout mieux, mettez à jour, de toute façon il faut le faire, donc faisons-le. Et puis après, ça veut dire aussi qu'on avance de plus en plus vers le support total d'HTML5 et de. Yes. Allez, tant qu'on est dans les navigateurs, on va continuer avec Chrome qui sort en version 38 bêta. Alors très rapidement, the new primitive for the next generation web. Ça déchire. Ouais, la nouvelle primitive. Alors je sais pas trop pourquoi ils disent ça, new primitive. La primitive, je pense que c'est pour la balise picture. C'est la balise picture. On avait déjà parlé de système de polyfill, tu sais, pour les balises images et avoir plusieurs images de tailles différentes, de qualité différentes pour les navigateurs, les mobiles, les écrans Retina, etc. Et là, il me semble que c'est la première fois qu'on l'a dans un navigateur, mais c'est le support de l'élément picture qui va, entre guillemets, remplacer IMG et qui va permettre à l'intérieur de ces, un peu comme pour les balises vidéo, finalement, ça marche pareil, on pourra préciser plusieurs sources qui seront choisies par le navigateur suivant ses capacités ou suivant la machine sur laquelle il est en train d'être exécuté. Un petit exemple là, de comment on peut implémenter du c'est quasiment la même chose que ce qu'on avait vu, la proposition qui avait été créée par plusieurs développeurs et qui avait du coup fait l'objet d'un polyfill sur un JS qu'on intégrait dans son header. Absolument. Et qui permettait de gérer ça. Donc pour l'instant, moi j'ai regardé au niveau du W3C, c'est encore un draft. D'accord, oui. Ce standard-là. Mais voilà, c'est déjà implémenté, je pense que Firefox va suivre.
Donc à mon avis, c'est comme ça que ça va être. Ouais. Bon. Moi non, mais moi, franchement, je trouve que c'est une très très bonne option. Bon, en tout cas, ça arrive et voilà, il y aura d'autres trucs après si vous voulez aller voir. Ok. Allez, parle-nous de WordPress 4.0. C'est juste qu'elle est sortie. C'est tout. Bon, bah, on en a déjà parlé, t'en avais déjà parlé, donc c'est bon, elle est plus bêta. Elle est plus bêta, vous pouvez la mettre à jour. On l'a mis à jour, moi je l'ai mis à jour sur 2-3 sites sur WordPress que j'ai fait. Ça change rien en termes d'interface au niveau du back-office. Les fonctionnalités marchent bien. J'ai vu pas mal de devs dessus et il n'y a eu quasiment rien qui a changé. Tout va bien, RAS, mettez à jour, ça va bien se passer. Alors on continue avec Ember.js qui passe en version 1.7 et en 1.8 bêta. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités? On peut imbriquer les routes les unes dans les autres. Ouais, bon. Ça c'est merveilleux. Ah si, on a accès aux query params maintenant. Ah, ça c'est cool, donc c'est des paramètres dans les URL, hein, c'est ça. Hein. Pourquoi on n'y avait pas accès? Ah, parce qu'ils nous imposaient de passer par des routes? Ouais, oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Et voilà, après, il y a quelques breaking change, des dépréciations. Mais, et vous avez un guide qui va vous permettre de gérer toutes les méthodes qui cassent, qui rompent la compatibilité. Il y a toujours ça en fait dans Ember. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose de séparer ça un peu du reste. C'est clair. Ouais. Et donc voilà pour Ember 7, ceux qui l'utilisent iront voir 1.7 pardon. Et pour la 1.8, un truc qui est important, qui est encore embêtant, hein, c'est qu'il n'y a plus le support d'IE 6 et IE 7. IE 6 ok, IE 7 ça se trouve un peu quand même. Oh non. T'es pas d'accord? Moi j'ai du mal à le voir moi quand même. Hein. Non, IE 8 déjà. Déjà c'est mort. Bon, il y a des arguments de poids, genre Google supporte déjà plus tout ça. Donc, bon. Ouais, clairement. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien rendre le web accessible à tout le monde. Bon, allez, on continue. Tant après Ember, ouais. Après Ember, on parle de Meteor. Bah, Meteor, c'est un peu un concurrent de Ember, hein. On en avait parlé assez récemment. Bah là, un peu comme pour Django, maintenant il y a son propre package gestionnaire de package, donc en gros c'est comme les NPM de Node ou les pires de PHP. Il n'y avait pas encore ça dans Meteor et maintenant il y a ça. Maintenant il y a ça. Bah, c'est plutôt cool parce que ça va du coup aider à ce que les gens qui développent des librairies en plus. C'est fou, hein. Cette mécanique d'App Store, c'est un truc qui nous a vraiment souligné. Hein. Rappelons que c'était Linux qui l'avait implémenté en premier avec ses APT, ses RPM, et dans toutes ses distributions. Voilà. Et il y avait aussi le Live CSS injection. Oui, c'est un petit truc qui est en plus, qui est vachement bien. C'est-à-dire que quand on va juste modifier du CSS dans son application qu'on a développée en Meteor, et ben en fait il n'a pas besoin il va le pousser directement, il va le pousser directement avec la prochaine requête que tu vas faire. Tu n'es pas obligé de recharger la page. C'est un petit truc. C'est un petit truc, mais bon, c'est un petit truc sympa, tu vois. Mais par exemple, si ton client il l'utilise, tu peux sans lui demander de refresh sa page à tout le monde parce qu'il faut passer le message, etc. Tu peux faire un petit live injection. Ok, c'est de cool. CSS. Bon. C'est un petit truc, hein, je trouve Allez. ça. Ouais, c'est clair, non, c'est sympa. Allez, parlons un peu de Rails, ça fait longtemps. Bon. Là les deux prochains liens, ils parlent tous les deux de Rails. Alors le premier c'est vraiment du Rails à 100%, même plutôt du Ruby et Rack à 100%, parce qu'après la partie Rails elle pourrait être remplacée par autre chose. Mais voilà, c'est un article tout en anglais et pour le coup ultra technique, mais qui va expliquer comment fonctionne le traitement d'une requête depuis l'entrée presque dans le serveur, tu vois, jusqu'à son arrivée dans ton code Rails à toi. Donc ça passe par toutes les étapes de Rails. Donc ça décortique un petit peu le moteur de Rails. À fond, c'est genre il a pris la stack trace, il a ouvert tous les trucs, il a fait toutes les requêtes, c'est une, c'est parti. Alors lui-même dans l'article, l'auteur dit que voilà, je vous explique pas ce podcast parce que moi-même j'y comprends rien. Il y a des fois ça fait ça quand même. Pourtant il est ultra calé, hein, mais il y a des fois c'est assez magique. C'est ça, des écoute, je sais pas. Voilà. En tout cas pour ceux qui, déjà pour tous les curieux et pour ceux qui travaillent en Rails, je trouve que c'est pas mal de voir comment fonctionne. C'est clair, même si on touche pas tout, ça permet de sentir un petit peu ce qui se passe en dessous de la machine. De voir que oui. Ouvrir le capot, tous les développeurs aiment ouvrir le capot. Bon. Et après. Voilà pour ce lien, il y a un deuxième lien en anglais encore une fois, et là qui va traiter en détail d'un développeur qui travaille chez FutureLearn, et en fait ils avaient développé au départ leur application Rails avec pas mal de STI, c'est-à-dire Single Table Inheritance. Tu vois ce que ça donne? Non, je sais pas ce que c'est. Imagine tu développes des commentaires que tu veux mettre sur tes vidéos, sur tes articles. Tu vas pas faire 2 tables commentaires, tu vas faire une seule table commentaire. Bien sûr. Et donc tu vas mettre ID cible. Donc c'est l'ID soit de l'article, soit de la vidéo.
Et en dessous, tu vas dire Ah, comment type, par exemple. ah oui, d'accord. Ok, Ouais, c'est tu vas ça. dire, du coup, ça te permet de dire que voilà, l'ID, enfin Cette l'ID ID-là, qui il est appartient au-dessus, à la table vidéo et l'autre à voilà, la c'est table ça. photo. Ok. Et donc ça, c'est vachement bien quand tu démarres, ça te permet de... Gagner du temps. C'est assez facile en fait à Ouais, mettre en place, à c'est comprendre assez et simple. ça fait- Sauf que bah, là, eux, ils expliquent qu'ils ont grandi, qu'au bout d'un moment, ça leur faisait une table qui était énorme, et qu'à chaque fois, bah, imagine pour les commentaires, tu dis pour les vidéos, je voudrais bien que le mec puisse mettre un commentaire en vidéo et après l'article, du coup, ça te rajoute un champ dans la table qui va servir que pour les cas où c'est Ouais. un Et commentaire des vidéos. Tu vas faire la même chose pour un article, du coup, tu vas avoir plein de champs qui vont être vides vides, en suivant fait. les cas, etc. Ça devient impossible à faire. Et là, ils expliquent dans le détail Comment ils ont refactorisé le le truc. Ah, ça c'est bah, cool. donc c'est vachement bien et c'est pas que pour les développeurs Rails pour le coup. Ça va être la syntaxe Rails mais c'est du Ruby donc c'est facile à comprendre D'accord. et c'est utile pour tout le monde. Et là ils rentrent Mhm. vraiment dans le détail, Dans le un peu détail, comme celui d'avant. Comme celui d'avant. Donc, bon, bah c'est cool. C'est pas du tout pour les débutants les deux derniers articles. Mais Ils sont ultra poussés. c'est pour les curieux. Ouais, c'est vachement bien. Bon, bah c'est cool. Eh bah écoute, merci et ça conclura la section mail et on enchaîne sur le dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Et dans le dossier, Cédric Morel nous a rejoint pour nous parler de la technologie Parse qui a été rachetée par Facebook il n'y a pas très longtemps. De mémoire, c'était en avril 2013, donc ça fait quand même plus d'un an et demi déjà, donc ça fait quand même quelques années. Enfin, ça fait quand même quelques temps. Et donc du coup, voilà, il va nous parler de cette technologie qui le motive et sur laquelle il travaille depuis déjà quelques temps. Mais avant, comment vas-tu, Cédric ? Bonjour Benjamin, mais écoute, très bien, je te remercie. Bon, super. Alors avant de démarrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour tout le monde ? Bien sûr, donc Cédric Morel, je suis développeur, on va dire multi-compétences depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé pour différents groupes imposants comme l'Aérospatiale, Atos Origine qui gère aujourd'hui vos incidents bancaires ou encore Norbert d'Entresang, le spécialiste du transport logistique. Et depuis 2004, je me suis consacré à la gestion ou plutôt au suivi client pour des projets web de différentes natures avec la structure Tout Couleur dont je suis le gérant. Et cela depuis 2004. Voilà. Ok, super. Bon, donc on voit un peu mieux du coup. Beaucoup de gros systèmes et puis maintenant gérant d'une société qui fait des sites web et des mobiles et des applications mobiles. Super. Bon, bah, parlons un peu de Parse maintenant du coup. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter un petit peu cette techno pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit ? Alors Parse, c'est effectivement une technologie dans le cloud et qui permet en quelques mots de pouvoir vous aider à constituer rapidement vos applications mobiles ou des services de stockage d'informations dans le cloud qui nécessitent des échanges entre un front-end et un back-end. Donc à partir du moment où vous commencez à constituer une application ou un service sur le web, vous avez nécessairement des échanges de données avec des serveurs à effectuer. Et Parse aujourd'hui se propose de pouvoir créer une couche homogène qui vous permet à la fois de gérer le stockage, de gérer les échanges de flux, de gérer la sécurité et d'une manière générale de coordonner et de rendre accessible rapidement tout un ensemble d'informations qui sera en relation directe avec votre application. D'accord. Donc ce que je comprends, alors moi je te dis, j'ai vraiment survolé Parse, je me suis dit que si je creuse pas trop, mes questions seront plus naïves que possible. Du coup, si je comprends bien, c'est en gros Parse il va nous proposer un environnement de développement qui est directement hébergé, donc c'est pas nous qui l'hébergeons, mais c'est les serveurs, c'est Parse qui le prend en charge. Ça c'est ce que je comprends. Oui, alors tout à fait. Donc, Parse, c'est un service, ce qu'on appelle le BaaS. C'est un peu comme le SaaS, mais le BaaS pour le B étant. Backend, non ? Pardon ?
Back-end? Exactement, le back-end, exactement. Et donc, en complément, on va dire, d'un système d'hébergement dans le cloud, Ouais, en sachant que Parse repose sur la solution AWS d'Amazon. Donc, d'accord. quand vos données sont stockées, elles sont bien évidemment accessibles excessivement rapidement worldwide. Donc, c'est quand Ouais, même un gros avantage. c'est intéressant. Donc, vous n'avez pas effectivement du tout à gérer, on va dire, tout le côté hébergement de vos données. Et il Mhm. vous autorise effectivement à pouvoir constituer rapidement toute une série d'applicatifs, toute une série ça vous aide effectivement à constituer vos API qui permettent D'accord. de faire des échanges entre votre application, votre service, votre site web également, puisque tout récemment, Parse vient de créer, on en reparlera tout à l'heure, un SDK dédié à l'environnement PHP pour, on va dire, le gros des développeurs web d'aujourd'hui. Mhm. Et voilà, Parse, c'est un petit peu comme une couche MVC, comme on pourrait le retrouver sur Symfony pour le PHP. C'est-à-dire, il permet surtout de pouvoir disposer d'un socle solide à partir duquel vous allez pouvoir faire toutes vos transactions. Donc un socle solide d'hébergement, un socle solide de sécurité, et un socle solide de constitution de vos API. D'accord, donc d'accord. Donc, si je dis, pour vulgariser un peu, que c'est un framework hébergé par Parse en software as a service, je dis pas que des bêtises quand je dis ça. Tu dis pas que des bêtises, tu dis pas que des bêtises. Ça J'espère que marche. l'auditoire comprendra l'enchaînement des termes Des complexes que termes. tu viens d'évoquer, mais c'est tout à fait ça. C'est d'accord, donc c'est une manière. D'accord. Et est-ce que ça permet, donc tu nous as beaucoup parlé d'API, ça permet d'exposer que des API ou de produire aussi directement une page, enfin, de produire directement genre du HTML et une page web comme on pourrait. Pousser, tu peux, on peut résumer la chose ainsi. Parse pourrait se substituer à un super PHP MyAdmin pour ceux qui connaissent l'environnement D'accord. PHP, Mhm. tout en autorisant une gestion du stockage, tout en autorisant un suivi permanent de la logique d'exploitation de l'ensemble du service, c'est-à-dire avec un suivi analytique très très précis. D'accord. Il permet d'identifier avec précision le flux de requêtes qui est généré pour telle ou telle partie de l'application qu'on est susceptible de développer. Ouais. Et donc, comme tu viens de l'évoquer, effectivement, ça peut également s'adresser à des personnes qui développent simplement un site web. Ça pourrait tout à fait être un site e-commerce Ouais. dans lequel on souhaite stocker son processus de passage de commande, son catalogue produit. Et donc, dans ce cas, Parse fait bien évidemment le stockage de vos images dans le cloud, donc Ouais. les images produits par exemple, mais fait aussi le stockage dans le cloud des données confidentielles clients, auxquelles seront associées une gestion de sécurité très poussée. Et Parse met donc à disposition un back-office, un back-end très Ouais. complet à partir duquel vous pouvez manipuler à loisir vos données. Ces données étant stockées, alors pour l'utilisateur final, ça n'a aucune d'importance, mais il faut comprendre que finalement Parse c'est que du MongoDB, donc du NoSQL, D'accord. qui permet de faire, on va dire, des requêtes très complexes avec on va dire des associations de tables ou de champs assez poussées, et le tout dans des temps de résolution très très courts. Ouais, C'est d'accord. toute la force de MongoDB. Et Oui, bien sûr. voilà. D'accord. Et du coup, ça a un prix cette affaire-là. J'imagine que c'est pas tout à fait, c'est pas que gratuit et merveilleux comme tu nous le Alors, décris depuis le c'est début. quand même à la fois gratuit et merveilleux Ah, à à- vis-à-vis de deux points de vue, on va dire. ouais. Puisque quand vous commencez à travailler sur Parse, avant même que vous ayez besoin de mettre votre numéro de carte bleue chez Parse, puisque bien évidemment ils ont quand même un modèle économique, Facebook n'ayant pas Ouais. racheté Parse par philanthropie, mais bien parce que Facebook voulait faire un pied de nez à Apple en proposant un système unifié pour le développement d'applications mobiles. Et donc Parse, pour revenir à son coût, Ouais. avant même que vous rentriez votre carte bleue, donc vous avez un espace de stockage de 20 gigas gratuit. Ouais. Vous avez un espace de stockage en base de données de 20 gigas également. Donc on fait le distinguo entre la partie stockage de fichiers, par exemple pour un catalogue produit, comme on l'évoquait tout à l'heure, Mhm. ou le stockage de vos données métiers qui On mettra diffèrent. en MongoDB ou ailleurs.
Vous avez droit à 2 Tera de flux d'échange par jour gratuit, donc c'est vraiment costaud. C'est 2 Tera par jour. Oui, 2 Tera par jour, ce qui est quand même vraiment conséquent. La limitation en fait de Parse, et ce qui commence à donner un sens économique au projet, c'est le nombre de requêtes par seconde qui est effectué sur Parse. C'est-à-dire quand vous faites on va dire un query pour solliciter pour avoir une liste de produits ou une fiche produit. Voilà, il considère que c'est une query et il vous limite à 30 queries par seconde. Voilà, ça c'est la gratuité. Donc en dessous de 30 queries par seconde, tout est gratuit, tout ce que je viens d'évoquer est gratuit, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et pour parler d'un coût immédiat, donc Benjamin, je pense que tu mettras à disposition le lien qui on est dessus là, sur les différents coûts. La première tranche de $100 permet de monter à 40 requêtes par seconde. Et la deuxième tranche de $200 permet de monter à 50 requêtes par seconde. Alors vous allez me dire, le delta n'est pas énorme entre 30 requêtes gratuites et 40 requêtes payantes à hauteur de $100 par mois. Hein. C'est 100 par mois. Et en fait, toute leur logique est de dire, eh bien, si vous travaillez bien, si vous travaillez efficacement et si vous faites vos requêtes avec un minimum de logique, puisque Parse s'adresse non pas à des gens qui disposent vraiment de grosses compétences en termes de développement mobile ou web, mais s'adresse vraiment à des gens qui ont une logique métier, et c'est ça qui fait toute la force et la richesse de leur interface. C'est vrai, c'est plutôt fait pour des développeurs back-end en fait. C'est plutôt fait pour des développeurs back-end, tout à fait. Okay. Et donc leur logique de passer de 30 requêtes à 40 requêtes qui seront elles payantes dit en fait qu'ils considèrent que votre applicatif doit créer des requêtes qui sont on ne peut plus logiques et doivent limiter le nombre de requêtes. Voilà. Donc ils vous invitent à vraiment travailler sur les fondamentaux de votre application. Et contrairement à l'idée de vous monter vous-même votre propre service d'hébergement, ce qui est quand même très coûteux et qui est un métier à part entière, voilà, Parse vous guide un petit peu à la fois avec leurs outils analytics pour vous aiguiller et vous permettre d'optimiser au mieux votre application future. Vous travaillez sur une application mobile, ce qui peut être préjudiciable pour l'expérience utilisateur, c'est le nombre, c'est le temps et c'est le nombre de requêtes qui va être effectué sur le serveur à proprement parler. Donc si vous minimisez ces requêtes et si vous minimisez le nombre d'appels au cloud, eh bien, vous allez bien évidemment faire bénéficier à l'utilisateur d'une expérience positive. Et c'est ce que recherche à vous faire trouver Parse. Voilà. D'accord. Et donc toi, du coup, par expérience, quand tu as... parce que si c'est pour une application mobile, du coup, par voie de conséquence, tu n'es pas à l'abri, bon, enfin même pour un site web, tu vas me dire, mais tu n'es pas à l'abri d'une chance que ton application explose en termes de nombre d'utilisateurs. Il passe sur 4chan ou un truc comme ça et tout voilà, de suite. Il peut se passer des choses agréables ou désagréables, mais du coup, c'est vrai que moi, toi, ce que tu nous dis, c'est toi d'expérience, le palier, par exemple, pour une application qui serait un petit peu, enfin, je sais pas, qui aurait quelques milliers de téléchargements, je sais pas quels sont les métriques que tu as en expérience, mais quel est le ratio? Tu dis, bah voilà, 1000 downloads à 80 requêtes par seconde, ça suffit, on a ce qu'il faut, si on fait ça correctement, enfin tu vois, c'est un peu ça la question que je me pose. En fait, imaginons, on va plutôt partir de l'expérience d'un dispositif mobile dédié à la vente. Ouais. Et donc, comme tu viens de l'évoquer, parlons du panier, la gestion du panier. Donc, la gestion du panier qui est généralement stockée localement sur l'application mobile ou sur un environnement de session en PHP ou en .NET. Ouais. On reparlera des différents SDK qui sont disponibles par Parse un petit peu plus tard. Imaginons donc cette gestion de panier qui est gérée par système de session directement côté utilisateur. Lorsque vous allez rentrer l'information dans Parse sur laquelle l'utilisateur est en train de commander tel ou tel produit, vous allez créer finalement qu'une seule requête. Donc quand on imagine 1000 utilisateurs jour sur une application mobile qui potentiellement consomment, donc 1000 consommateurs de l'application mobile, il y a quand même très peu de chances que les 1000 requêtes pour la constitution du panier soient envoyées à Parse dans la même seconde. Et donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on parle de 30 requêtes par seconde, ce qui est quand même relativement...
c'est pas mal en fait. Notamment, tu as raison, c'est vrai que On n'est pas tu du viens tout de rappeler que c'est bien 30 requêtes dans un par seconde. environnement PHP MyAdmin où c'est vrai que bon, pour les auditeurs qui connaîtraient un PrestaShop, Magento ou des solutions open source de ce type-là, c'est vrai que le nombre de requêtes sur MySQL sont juste hallucinantes. C'est une multitude de petites requêtes qui vont permettre de pouvoir enregistrer l'information finale dans la base de données et correctement. Mais quand on est dans une logique d'application mobile ou quand on est dans la logique d'un développement type qui est visé par Parse, c'est vrai qu'on n'a plus du tout ce souci de se dire, voilà, pour constituer mon panier, je vais être obligé de faire une trentaine de requêtes, une pour stocker le parcours de l'utilisateur, une pour stocker le niveau de sécurité de l'information que je transite par MySQL, une pour dire que je rajoute un élément de ce produit, une pour dire que je vais décompter un produit du stock. Voilà. Quand vous constituez une application sur Parse, la logique est très différente puisque voilà, vous n'allez pas du tout construire votre projet comme vous construiriez un projet web standard. Voilà, les métriques sont un petit peu différentes. Là où une seule page web peut générer jusqu'à une centaine de requêtes SQL, là c'est pas du tout l'idée, c'est même plutôt une application. Donc c'est vraiment conçu quand même pour le mobile. Bah, prenons l'exemple de Facebook, puisque quand n'importe qui aujourd'hui utilise Facebook pour solliciter sa timeline et récupérer les dernières informations de ses amis, de ses proches ou son réseau professionnel, on fait ce qu'on appelle un appel API, c'est-à-dire grosso modo l'application mobile ou le site internet, on va dire le www.facebook.com, va faire un appel unique avec l'ID de l'utilisateur, avec le dernier timestamp et en indiquant voilà, je voudrais récupérer les dernières informations. Et donc ça c'est un seul appel, mais un seul appel, ce n'est pas une requête, côté parse. Une requête côté Parse, c'est une requête dans la base de données MongoDB. Et donc effectivement, quand vous allez commencer à constituer la timeline pour l'utilisateur final, une timeline, si votre base de données est correctement enregistrée, logiquement, toutes les informations sont stockées dans une seule et même table, et donc vous allez avoir besoin de faire et d'effectuer qu'une seule requête dans votre applicatif. Ce qui fait que voilà, pour récupérer l'intégralité d'une timeline, il suffit de 2-3 requêtes tout au plus par utilisateur pour satisfaire sa demande. Ouais, d'accord, je comprends. Donc du coup, c'est pas un appel API, parce que du coup, la proposition de Parse, c'est d'implémenter tes propres règles métiers pour l'API que tu vas exposer via Parse, et d'offrir différents SDK pour iOS, pour OS X. Alors là, je suis dessus, je vois Android, JavaScript, PHP, .NET. Le Cloud Code, j'imagine que c'est les appels aux API via curl. Non, le Cloud Code, c'est justement le Node.js qui est implémenté côté backend. Donc c'est ce qui vous permet de construire finalement toute votre logique applicative. C'est ce qui permet. Ah oui, d'accord. Donc en fait, les SDK, c'est plutôt pour les applications côté client. Oui, tout à fait. C'est ça, et le Cloud Code, c'est toutes les API qu'on a à notre disposition pour appeler les différents services que Parse propose, le MongoDB, la gestion des utilisateurs, etc. Exactement, et ce qui vous permet aussi d'implémenter très rapidement des systèmes de paiement complexes en utilisant Stripe ou PayPal, ou d'implémenter un système de gestion d'emailing avec la plateforme Mandrill qui appartient à Mailchimp, ou ce genre de choses. Voilà. D'accord. Donc, du coup, toi, tu as beaucoup utilisé, j'imagine, ce qu'ils appellent Parse, parce qu'ils divisent en trois. Donc, il y a Parse Analytics, on va passer dessus rapidement, où en gros, ils vont vous donner des indicateurs de consommation et d'utilisation de votre. Tout à fait. J'imagine qu'il doit y avoir aussi des indicateurs de bonne santé, genre les requêtes un peu lentes, des trucs comme ça, j'imagine. Alors ils le font, mais d'une certaine manière et pas forcément. Là aussi, on voit on imagine l'association que tu souhaites faire par rapport à du MySQL, mais ça fonctionne pas tout à fait comme ça. C'est vrai que le MongoDB, il n'y a pas une logique de consommation de ressources, puisque comme vous savez, MongoDB c'est du stockage d'informations en JSON pur et dur, avec des systèmes d'index
sur une multitude de niveaux et qui permet de reconstituer la requête très rapidement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas une consommation de charge comme on peut l'imaginer sur du MySQL traditionnel. Donc eux, ils analysent plutôt effectivement le temps d'exécution de vos API, combien de temps elles mettent à pouvoir répondre, et finalement c'est plus la couche JavaScript traditionnelle qu'on a de manière intégrée au Node.js de Parse qui va consommer du temps de réponse entre guillemets. Voilà, donc quand on code le back-end en Parse, donc on code en JavaScript, enfin en Node.js, c'est ça que je comprends. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on code ça en Node.js et on a toute une collection de services directement intégrés sur la plateforme. Ils nous offrent du coup toute une collection de SDK qui vont nous permettre de nous connecter rapidement à notre application Node.js développée sur Parse. Donc on a parlé iOS, OS X, Android, Windows Phone, Windows aussi. On a aussi, enfin ça c'est toutes les librairies third party. Alors, je sais pas ce que c'est. Xamarin, c'est de l'Objective-C dédié au développement d'applications mobiles. Mais là aussi multiplateforme, c'est le C++ côté iOS ou côté Android, et ça marche pour les deux. Ah, c'est rigolo, d'accord. Et ça... Ah non, j'ai jamais entendu parler de ça. D'accord. Ah, ça prend pourtant de l'ampleur, ça fait de l'ombre à beaucoup de... Voilà. C'est quand même pratiquement 700. Je crois qu'il y a pratiquement 1 million de personnes qui utilisent, qui est dans la communauté de Xamarin, donc c'est pas une paille. Non, d'accord. C'est du C#, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc tu codes en C# et du coup ça te permet d'envoyer aussi bien sur de l'iOS que de l'Android. J'imagine que c'est pas aussi magique que ce qu'ils nous racontent, mais au moins c'est le même langage. Mais donc c'est toujours. Exactement. C'est toujours intéressant. C'est toujours ça le prix d'économie. C'est toujours ça le prix, on est d'accord. Ça permet de trouver plus facilement des équipes pour faire nos deux applications. D'accord, bah écoute, on va continuer un petit peu en essayant de parler du coup des concurrents de Parse, parce que j'imagine qu'il n'est pas tout seul à proposer ce genre de service. Est-ce que du coup tu peux nous en citer quelques-uns qu'on puisse qu'on puisse faire la comparaison si des concurrents, il n'y en a pas tant que ça en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que la logique de Parse telle qu'elle a été créée en 2011 est assez récente et finalement c'est encore un nouveau métier qu'on n'avait pas l'habitude de voir aujourd'hui dans le paysage des nouvelles technologies. Et c'est ce qui a fait l'outil de séduction de Parse aux yeux des gros investisseurs sur la Silicon Valley et ensuite de Facebook, qui a donc racheté le tout pour pas loin de 85 millions de dollars d'après TechCrunch. Il y a néanmoins un concurrent plus que sérieux qui je dirais, a peut-être encore plus d'écho que Parse, en tout cas outre-Atlantique, c'est Heroku. Donc vous retrouverez la référence, j'imagine. On est sur le site là. Voilà, et donc heroku.com. Ça fait quand même moins de choses de ce que j'ai compris de ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant. Là, c'est vraiment juste une plateforme en fait. Voilà, exactement. C'est juste une plateforme et disons que tout comme Parse, ça offre surtout un socle à partir duquel on travaille de manière efficace. Disons que Parse a une solution plutôt packagée, c'est-à-dire hébergement. Oui, c'est presque plus haut niveau chez Parse dans le sens où ça fait quand même. Là, ça fait tout, c'est-à-dire ça fait la totale. Ouais, voilà. Tout ce qu'on vous demande aujourd'hui sur Parse, c'est de gérer votre front office. Donc front office qui soit côté mobile ou côté web. Alors que Heroku est plus un standard à partir duquel vous allez travailler, et Heroku intègre de la même façon différents gros services, y compris des services d'hébergement. Mais Heroku, par définition, voilà, quand vous prenez on va dire un système de stockage par Heroku, alors il y a un très bon lien chez eux qui s'appelle Pricing, et ça vous montre un petit peu la logique de fonctionnement de leur système. Ils vous dédient une machine à partir de laquelle vous disposez de tant de CPU avec tant de mémoire, et ensuite vous vous débrouillez pour pouvoir aller gérer les add-ons, qui sont des add-ons pour le
l'emailing, qui sont des add-ons pour paiement, qui sont des add-ons pour du stockage de données ou Des choses cache ou des choses comme ça. Voilà. Ouais, il y en a plein les add-ons. c'est Ouais, clair. ça, il y en a plein. Mais du coup, d'accord, donc ce que tu dis, c'est qu'Heroku, c'est le plus connu dans ce qu'on pourrait considérer comme un concurrent, mais en réalité, ça va quand même un peu moins loin, parce que c'est quand même plus centré Ouais, sur je trouve ça même l'hébergement. bizarre de le donner en concurrent. En fait, je trouve que c'est pas la même chose en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Disons que, Disons que c'est ce qui s'en rapproche le plus d'après toi. Quoi. disons que Heroku, c'est vraiment, comme ils disent les Anglais, ils disent ça platform as a service. service, J'aurais du mal à expliquer comment traduire ça en bon français, mais ça vous facilite le déploiement de votre application. Oui, c'est tout. Ça félicite pas le développement en fait. lui-même. Quoi. Voilà, non. Alors que Parse, c'est comme s'il prenait en charge Bah, à sa place une partie du développement. La partie peut-être par la exemple, moins drôle dans le cadre oui, mais par exemple, si on reprend on va dire la comparaison entre les deux, Parse comme Heroku aujourd'hui propose un système d'authentification des utilisateurs avec une gestion de la sécurité des données qui leur sont associées ou ce genre de choses. Donc en ce sens, les deux outils se ressemblent beaucoup. Ouais. Là où ils se ressemblent aussi beaucoup, c'est pour la montée en charge, entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous avez un projet qui est scalable, donc on parlait de 1000 utilisateurs dans notre exemple de tout à l'heure, imaginons que vous passiez à 10 000 du jour au lendemain, il faut absolument que, quelle que soit la solution de base que vous vouliez choisir, vous soyez susceptible de pouvoir gérer une montée en charge efficacement. Mhm. Et donc d'avoir quelque chose qui soit scalable. Alors c'est vrai que Heroku donne beaucoup plus de souplesse quant à la scalabilité de votre système, donc on parle là de CPU, de mémoire, etc. Mais ce qui demande des compétences beaucoup plus pointues que ce que propose Parse aujourd'hui, puisque Parse dit tout simplement, bah, écoutez, vous êtes à 30-40 requêtes par seconde, de toute façon les temps de réponse, moi je vous assure qu'ils seront bons, toutes les requêtes que vous faites chez moi, elles seront bonnes. Tout ce que je veux que vous surveillez, c'est le nombre de requêtes que vous effectuez. Voilà. Et c'est en ce sens que les deux services vont véritablement se différencier. Là, chez Heroku, il faut que tu prévois que ton application ou ton backend soit scalable. Alors ouais, que chez Parse, de ce que j'en ai compris, en fait, automatiquement, ça l'est, parce que c'est eux qui font entre guillemets tout. Quoi. Ouais, qui gère la scalabilité. Ouais. Et les performances et les temps de réponse, tout ça. mais bon, les deux sont quand même très accessibles hein, pour des développeurs, on va dire débutants, qui voudraient se lancer dans le développement d'applications mobiles ou de services web. Oui, là-dessus on est d'accord, il faut passer par ça, vu qu'il y a des niveaux gratuits dans les deux cas, il faut passer par ça plutôt que de s'emmerder à mettre son propre serveur en ligne. Quoi. Voilà. Ça, Et c'est vrai que dans les deux cas, on n'a pas besoin de se stresser. Voilà, le gros avantage de Parse et de Heroku aujourd'hui, c'est de ne pas se stresser de toute la partie gestion serveur, oui, temps de réponse, capacité d'hébergement, et c'est quand même le gros de la problématique lorsqu'on constitue un projet qui soit web ou mobile. c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, au niveau prix, c'est lequel le plus avantageux? Alors, je connais Heroku depuis seulement 4 mois. Ouais. Et comme ils n'ont pas du tout la même logique de Oui, c'est fonctionnement, pour ça que je te demandais si tu savais, parce que sinon c'est impossible à comparer sans vraiment héberger quelque chose chez eux pour voir en fait. oui, c'est ça. C'est comme AWS, même s'ils ont des simulateurs de prix, etc., c'est juste impossible à savoir, sauf à connaître vraiment dans le détail comment fonctionne son application et qu'est-ce qu'elle consomme en termes de bande passante, de stockage, etc. Exactement. Et c'est ce qui fait aussi, encore une fois, et j'ai pas d'action chez Parse, mais c'est ce qui fait aussi leur potentiel, c'est-à-dire que pour tout développeur débutant, mais également confirmé, Parse a une solution, on va dire, adaptée aux besoins de ses utilisateurs. Et du coup, quand vous débutez, vous posez des tas de questions justement quant à la consommation de vos ressources, quant à la disponibilité de vos ressources, etc. Et là, Parse apporte une réponse très très claire qui est proposée par leur fameux outil Analytics, qui donne une transparence complète vis-à-vis du mode de fonctionnement de votre application et qui est très pédagogue, ce que ne propose pas aujourd'hui Heroku. Non, c'est sûr, c'est vrai que
Là, au moins, chez Pars, on sait que ce qui va nous limiter en termes de tarifs, c'est le nombre de requêtes par seconde, et ça, on est capable facilement de le savoir. Carrément. Ouais. Alors que sur Heroku, il faut savoir, tiens, le niveau gratuit, qu'est-ce qui te permet, vu qu'on te dit que tu as un CPU 512 mégas de RAM. Un petit truc sur Heroku, quand tu es dans le niveau gratuit, t'as le serveur en fait ton instance qui est pas lancé en permanence. Je sais pas si je suis compréhensible. Ouais, C'est au bout d'une heure d'inactivité, il est stoppé et après il va redémarrer à la prochaine requête. Je sais pas si ça marche pareil chez Pars ou pas. Il donne pas cette visibilité, mais je pense même pas qu'il se pose la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une instance qui est dédiée quand. Oui. Voilà, il n'y a pas d'instance qui est donnée à proprement parler sur. Ouais, donc t'as pas cette limitation. Voilà, exactement. C'est pas comme un Google Compute Engine ou comme Heroku, effectivement, où il gère voilà, il gère des mobilisations de machines pour pas empiéter sur les performances proposées aux autres utilisateurs. Voilà. Parce que chez Heroku, on a sa propre instance, alors que chez Pars, c'est une application une et grosse puis après instance là-dedans, qui gère tout le monde en fait. Et on en vient aux choses qu'on peut ne pas apprécier chez Pars. Effectivement, si demain ils reçoivent pour une raison X ou Y, alors bien évidemment, on parle des développeurs Facebook. Hein, c'est aussi la raison pour laquelle Facebook a racheté Pars. Comme je l'ai dit, pour faire un pied de nez à beaucoup de services de développement pour iOS ou pour Android d'ailleurs. Et ça a bénéficié à Pars dans le sens où il dispose aujourd'hui de toute l'expertise et tout le savoir-faire des techniciens de Facebook qui doivent gérer une multitude d'attaques, de cas, etc. Et c'est ce qui fait toute la force de Pars. Mais c'est vrai que voilà, si je sais pas moi, si toute la Chine venait à faire un DDoS sur les machines AWS d'Amazon qui elles-mêmes sont prises en charge par Pars et Facebook, vous n'êtes pas à l'abri que votre application tombe, alors que sur Heroku, vous avez une instance dédiée et il faut aller pointer sur cette instance dédiée, même si elle est dans le cloud. Voilà, si on vous plombe votre application, vous ne plombez pas celle de tous les autres. Donc c'est vrai que quand il y a, on va dire, une panne majeure sur Pars, alors ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, et ça durait 1 heure depuis les 8 mois que j'utilise Pars. Ils se sont excusés en long, en large et en travers, mais voilà, c'est un peu comme considérer que vous avez un service d'hébergement mutualisé. Donc avec les risques que ça comporte. Les avantages, donc la sauvegarde, les backups, etc. Mais l'inconvénient, c'est un service mutualisé. Alors, sachant que c'est quand même hébergé chez AWS et que s'il y a un endroit où on sait qu'il va y avoir des outils qui ont été mis en place pour éviter ce genre de choses, ça va être chez ces gens-là. Ce sera de toute façon plus sécurisé de ce côté-là que d'avoir son mutualisé chez OVH ou ce genre de choses. Tout à fait. Après, je connais pas la stratégie de stockage d'Heroku. Je ne sais pas où ils sont véritablement hébergés. Je doute qu'ils aient. Ils sont chez AWS, c'est AWS. C'est d'accord. Ouais, de toute façon, ils le disent, il n'y a aucun problème. Ok. Et donc du coup, je crois que tu voulais également nous parler, alors du coup on va le faire un tout petit peu rapidement, de CloudMine, qui est aussi un équivalent ou en concurrence, c'est selon, de Pars. C'est ça, ou il y a quelques différences notables qui seraient intéressantes de souligner? Alors, pour le coup, CloudMine, c'est un service que j'ai très peu utilisé. D'accord. Mais il est généralement cité dans la logique de développement d'applications mobiles pour les mêmes raisons que Pars, c'est-à-dire que on est susceptible de gérer un stockage de données et de gérer un peu plus d'outils que ce que propose Heroku de base, c'est-à-dire par exemple, on n'en a pas parlé du tout à l'heure, mais il y a la notification push et la gestion de SMS qui est un élément différenciant par rapport à Pars qui aujourd'hui ne le propose pas encore. Donc Pars aujourd'hui dans son package de SDK ne propose pas encore de système permettant d'envoyer des SMS à la volée. Par contre, tout ce qui est notification push, multiplateforme, ça fonctionne très très bien, donc ça c'est plutôt bien.
Voilà. Après, je connais pas la dynamique de prix qui est associée au service CloudMine, mais c'est la même logique. C'est du MongoDB, c'est du JavaScript côté backend qui permet de constituer votre API ou les échanges de données. Voilà. Et donc du coup, tu nous as également fait communiquer un petit article un petit article de blog où justement ils font un espèce de comparatif où ils nous présentent les principales alternatives à Parse avec leurs différentes popularités et une petite Alors, description de c'est quand même un article assez technique, mais en effet, ça explique un petit peu la logique de développement qu'on peut observer auprès des différents gros acteurs qui pourraient se positionner sur ce genre voilà, proposition. exactement. Ok, ça marche. Bon, bah, on ira creuser un peu avec les différents liens qu'on voit tous, que vous retrouverez évidemment tous comme d'habitude dans les notes de l'émission. Tu nous as également parlé tu nous as mis en lien aussi dans ce que tu apprécies le plus, un article de TechCrunch qui explique justement, qui annonce en partie le rachat de Parse par Facebook. Maintenant, il serait temps un petit peu de lever le voile et de nous parler de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu détestes ou de ce que tu regrettes qui est présent dans Parse un petit peu, s'il y a quelques éléments que tu Ok, alors on l'a évoqué il y a quelques instants en fait, on a un petit peu anticipé, mais je vous l'ai dit, c'est un hébergement dit mutualisé, donc avec les risques que cela comporte, que vous ne soyez finalement pas propriétaire de votre propre hébergement. D'un point de vue philosophique, ça peut poser problème pour certaines structures. Bon, ça peut être, voilà, c'est toujours un choix de prendre un hébergement dédié ou de prendre un hébergement, on va dire, dit mutualisé. Et c'est vrai que là, dans le cas de Parse, on est plutôt sur un environnement mutualisé. Bon, voilà. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème pour les projets sur lesquels on nous mandate, mais néanmoins, ça peut être un frein à un pool de décisionnaires. Absolument. Voilà. Donc, si tu nous as séduit et qu'on a envie un petit peu de découvrir et de démarrer sur Parse, j'avance un peu parce que je sens que tu vas devoir nous quitter bientôt, donc faut qu'on ait le temps de conclure. La documentation, donc tu nous as envoyé vers les tutoriels faits par Parse. Ils sont de bonne qualité, ils permettent de démarrer rapidement. Ils sont d'excellente qualité. Il faut naturellement avoir un petit passif de développeur, mais même si vous n'êtes pas développeur, si vous êtes décisionnaire, et vous êtes plutôt voilà, si vous êtes plutôt DSI et que vous êtes on va dire avec des compétences généralistes, vous pourrez tout à fait comprendre ce qui est proposé par Parse, même sans avoir Xcode, même sans avoir d'environnement de développement dédié. Vous êtes néanmoins capable de pouvoir très rapidement voir toute la logique de construction de votre application et ainsi mandater les bonnes personnes pour travailler sur le sujet. Sur le sujet, d'accord. Bon, bah, elle donne envie cette page. Elle est belle, hein. La documentation est belle, c'est clair. Ok, donc pour approfondir, tu nous as proposé également 2 articles de blog. Alors, qui sont pour le coup vraiment, vraiment pointus et qui s'adresseront là plutôt à des développeurs, donc des profils tels que vous, qui expliquent véritablement les différentes couches proposées par Parse et qui explique également, il y a une très très chouette vidéo sur le blog parse.com qui date déjà d'avril 2013, mais qui néanmoins explique toute la légitimité d'utiliser le back-end comme un véritable service et plutôt que de se le taper intégralement de manière autonome avec tout ce qu'on a évoqué en début d'émission, la sécurité, le stockage, le cloud, l'accessibilité, les temps de réponse, etc. D'accord. Ok, super. Bon, bah écoute, donc vous retrouverez évidemment, comme d'habitude, tous les liens dont on a longuement parlé avec Cédric dans les notes de l'émission. Mais écoute, Cédric, une dernière question. Une petite dernière question, vas-y. Moi je me demandais, tu vois, qu'il y a un directeur technique qui a écouté le podcast qui dit ouais, ça c'est vachement bien, et son directeur marketing lui dit tiens, il faudrait qu'on fasse une application mobile pour notre site qui serait une plateforme de e-commerce, peu importe.
Et comment tu fais dans ce cas-là pour passer en imaginant que tu as un back-end développé en Symfony ou en Rails, comment tu fais pour profiter de Parse dans ce cas-là? Est-ce que déjà ça vaut le coup de passer par Parse dans ce cas-là ou pas du tout? Alors, ça peut valoir le coup de passer par Parse, en le sens que, de toute façon, vous allez nécessairement avoir besoin de constituer des API qui permettront Oui. de communiquer entre Symfony et l'application mobile. Rien qu'à ce titre, Parse a toute sa légitimité grâce à la construction très logique des différentes API dont vous pourriez avoir besoin. Le second rôle de Parse, il va être de gérer toute la logique d'informations complémentaires qui seront stockées sur le mobile et qui ne seront pas stockées sur l'environnement Symfony. Et pour un développeur lambda qui a besoin de faire communiquer donc le mobile, puis Parse, puis sa couche Symfony, Parse met à disposition bien évidemment des outils de requêtage classique. On va faire un get URL, paramètres, récupération d'informations ou poussage d'informations, et ça fonctionne comme un curl, comme n'importe quel appel, avec toute la sécurité dont vous pourriez avoir besoin. Donc ça offre vraiment beaucoup de souplesse, et dans le cas spécifique qu'on vient d'évoquer, donc la construction d'une application mobile qui doit s'appuyer sur une base de données MySQL, c'est très très logique. Donc vous avez ce qu'on appelle les données produits qui sont gérées sur MySQL, les données produits ou les données, on va dire, partiellement clients, et puis vous allez avoir les données métiers, donc compte d'authentification, comportement utilisateur, etc., qui peut être intelligemment stocké sur Parse. Et donc vous complétez votre base MySQL requêtée habituellement par Symfony par des informations qui seront vraiment métiers pur et dur, qui seront elles gérées par Parse. Et donc là, effectivement, vous allez gagner un temps absolument considérable quand vous allez vouloir construire votre application mobile. D'accord. Ok, ça va. Je l'ai fait de manière généraliste, mais si d'abord... C'est intéressant de savoir. C'était vraiment la question de savoir si ça valait le coup et si même c'était possible, parce que ça aurait pu être complètement bloqué chez Parse. Pas du tout, pas du tout. Leur objectif, c'est d'être ouvert le plus possible, et ils font tout pour vous donner la possibilité de vous plugger sur n'importe quel système, quel qu'il soit. Ok. Bon, c'est bien de savoir qu'on n'est pas enfermé chez Parse. Ça a l'air vachement bien. Ouais, ça a l'air top, hein, c'est séduisant. Il faudra qu'on creuse un peu ça. Nous, tu nous as séduit. Après, on verra auprès de nos auditeurs, mais en tout cas, ça a l'air vraiment intéressant. Quand je l'ai vu dans les notes, je me suis demandé à quoi ça servait. J'ai été voir, j'ai pas trop compris le truc, mais ouais, c'est vrai que ça a l'air super bien. Ok. Bon, écoute Cédric, ça conclura le dossier de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à te demander où est-ce que les gens peuvent te contacter sur Internet s'ils veulent en savoir plus sur toi, ou éventuellement te missionner pour des missions autour de Parse. Le plus simple étant de taper mon nom sur Google, Cédric Morel, et vous allez Morel 2 LE, je tiens à le préciser, et vous serez en mesure de tomber sur ma fiche LinkedIn ou sur notre site internet. Sur LinkedIn, vous aurez le parcours complet, et vous aurez également des exemples de travaux sur lesquels on a pu associer l'univers Parse. Voilà. D'accord, super. Bon, très bien. Écoute, vous retrouverez évidemment le parcours, le profil LinkedIn de Cédric et quelques-unes de ses références dans les notes de l'émission si vous voulez continuer la conversation avec lui. Écoute Cédric, on te remercie d'être intervenu dans la Debugro, et on espère te retrouver dans les prochains épisodes. À très bientôt, messieurs. À très bientôt, Cédric. Merci. Au revoir, merci à vous. Ciao. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Et dans la toolbox, je vous propose de vous parler d'un petit projet que j'ai trouvé sur GitHub
qui va vous permettre de vérifier si la version de PHP que vous utilisez sur votre serveur de dev, de prod, ce que c'est, a des possibles vulnérabilités. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a des failles de sécurité qui sont connues sur ce serveur. Ce projet s'appelle Version Scan. Et voilà, il vous permet il vous liste l'ensemble des failles de sécurité connues sur la version de PHP que vous utilisez. Comme ça, au moins, vous saurez. Bon, voilà, moi je trouvais ça cool parce que c'est vrai que aller se taper ça dans les bug tracking, dans le Bugzilla de PHP, ça pique un peu. Donc du coup, c'est une belle manière de le faire. Enfin, il fait que des requêtes sur le bug tracker de PHP, parce que ça remonte les CVE ID, qui sont les différentes bugs et failles de sécurité détectées. Donc du coup, voilà, c'est facile, c'est une petite ligne de commande à lancer. Et vous pouvez tester en fait une version autre que la vôtre. Genre si vous prévoyez d'aller tester, je sais pas, d'upgrader à la version 5.6 par exemple, tu peux spécifier, même si elle n'est pas installée sur votre serveur, vous pouvez spécifier cette version pour voir s'il n'y a pas déjà des failles de sécurité et décider à quel point elle existe ou pas. Donc voilà, il propose de les trier par niveau de risque, etc. Donc voilà, moi je trouvais ça cool parce que c'est un truc que j'avais pas. Enfin, c'est un truc que moi j'aurais bien vu sur une interface web en fait. En mode, tu choisis ta version de PHP, pouf, et ça te sort tout directement. C'est plus simple qu'une ligne de commande. Donc je pense que de la ligne de commande à l'interface web, vous, chers amis développeurs, vous savez qu'il n'y a qu'un pas. Mais voilà, donc bon, si le cœur vous en dit ou le développeur en question a envie de le faire, je trouve que ce serait un site qui serait vraiment intéressant et même pour tous les. Tu vois, même à intégrer dans tous les frameworks, enfin tu vois, bon, dans tous les langages. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler. Ça t'inspire quelque chose? Ouais, ça pourrait être pas mal, tu sais, genre chez un hébergeur. Yes. Pour inciter les gens à mettre à jour leur version de PHP, etc. Et pour dire automatiquement, tiens, c'est un truc que tu pourrais utiliser. Bonjour, vous avez dépassé les 200 failles de sécurité sur votre version de PHP, ce serait bien de faire quelque chose. Très bien, très bien. Non mais c'est clair. Ça peut être vraiment un bon sujet. Déjà fait, du coup. Surtout que le code est déjà fait, il n'y a plus qu'à retravailler le truc. Donc, voilà, moi je trouvais ça cool et voilà, je trouvais ça intéressant, même quand nous on héberge des trucs, pouvoir argumenter, bah non, il faut changer la version, voilà, il y a tant de failles de sécurité connues, publiquement connues et publiquement exploitables, dont en plus souvent dans les failles de sécurité comme ça, genre on vous explique comment exploiter la faille en plus, parce que du coup voilà, pour la découvrir il faut l'exploiter, donc voilà. Ce que je dis, ça peut servir aux hébergeurs, mais ça peut aussi servir aux hackers. Oui voilà, les deux jouent dans la même cour, vous savez, ils sont pas copains mais ils jouent dans la même cour. Donc voilà, bon voilà, je trouvais ça cool, donc je voulais vous en parler et ça sous la main si jamais vous avez besoin un petit peu d'argumenter vos montées de version de PHP à vos clients ou autres, ou votre patron. À toi Teddy de nous parler de... Oh, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? De CSS Shape, c'est ça? Ouais. En fait, c'est une... vas-y, recherche. C'est CSS Shape, c'est un... Comment ça s'appelle? Un module Chrome? Une extension Chrome. Une extension Chrome. D'accord. Qui va permettre en fait de... Alors, comment expliquer ça? De dessiner c'est CSS Shapes. Alors qu'est-ce que c'est que les CSS Shapes? On en a déjà parlé il y a un ou deux numéros. Je crois que c'était l'épisode précédent. L'épisode précédent, en fait, ça va être une nouvelle propriété CSS qui va permettre de cool. Comment dire, d'aligner le texte sur une image qui va être à côté. Mais par exemple, ça pourrait être une image qui est ronde. Là, l'exemple qu'on a en vidéo, c'est une tasse de café prise par le dessus, avec du texte qui va être sur sa droite. Et plutôt que d'avoir, comme l'image elle est ronde, plutôt que d'avoir le texte qui suit les angles de l'image, qui du coup est carré, on peut le faire suivre la rondeur de la tasse de café. Ouais, donc on peut dessiner des cercles, des ronds, des formes dans l'image en disant bah voilà, le texte doit s'aligner sur cette truc. Et ces propriétés s'appellent les CSS Shapes. C'est ça, donc on en avait parlé et on avait dit que quand on regardait le code d'un CSS Shapes un peu compliqué, c'était juste imbitable. Ça peut pas être écrit par un être humain. Et du coup, on avait dit qu'il y aura sûrement des outils qui vont sortir qui nous permettent. CSS Shapes Editor. Là, ça prend la forme d'une extension Chrome qui moi je l'ai installé, qui est vachement bien, qui est bien fichu, c'est simple à utiliser. Et après, à voir, les choses que j'ai pas regardées, c'est à voir si ce serait possible de récupérer les shapes qui ont été faites pour un client, tu vois, qui pourrait après aller copier-coller ça dans un endroit dans son CMS. Ah, est-ce qu'on peut après donner... C'est ça qui serait mieux, ce serait que dans ton petit éditeur de texte WordPress, tu puisses mettre l'image et puis après tu puisses faire ton CSS. Ta découpe. Voilà.
Oh, Donc, ouais, mais je pense que ça à mon avis, arrivera c'est possible. peut-être, mais, On les a vus, hein, moi. Enfin, tu vois, moi, ce truc-là, ça me rappelle vachement les images maps. Désolé, c'est Ouais, un peu ouais, la c'est référence la même chose, que ça m'évoque. Et tu vois, dans WordPress ou d'autres, tu as des plugins qui te permettent de découper ton image map comme tu veux et de faire tes trucs. c'est exactement C'est le pas même ultra problème, confortable donc je à faire. pense Hein. que- Les clients, généralement, ils râlent un peu quand on leur dit allez-y, faites-le vous-même. Mais bon, voilà, effectivement, comme c'est. Voilà, chacun Ouais, peut le mettre. client il râle, mais il râle moins quand on Il dit râle moins quand on lui dit combien qu'il ça peut- coûte de lui développer un truc sur Web. Exactement. Il se dit ouais, bah, je vais faire moi. Donc voilà, non mais c'est cool. C'est des Ouais. outils qui commencent à sortir. Et voilà, je trouverai donc le lien vers l'extension Chrome. Bon, moi Yes. j'ai trouvé celle-là un peu par Il y en a hasard, certainement je d'autres, l'avouerai. mais. Il y a probablement d'autres choses qui Non, mais existent. c'est cool Il aussi, ça doit fait sûrement y quelque avoir des URL où on peut aller pour faire juste ça, un peu comme falicode.cc. Absolument. Voilà. Le deuxième lien que je vous ai mis sur le sujet, c'est un tutoriel qui vous explique comment vous en servir. Là, qui est en vidéo, qui est vachement bien fichu. Ah oui, d'accord. Ça je l'avais gardé encore dans le cas où un client devait l'utiliser. Je envoie la vidéo, Yeah, comme ça, c'est expliqué. Voilà comment ça marche. Ça marche. Voilà. Bon allez, et maintenant pensons à nos amis développeurs un petit peu débutants qui découvrent les joies, les plaisirs et l'immense bonheur que c'est de centrer des choses avec CSS. Ouais, c'est oui, on appelle ça un tutoriel. Ouais. Un guide, ouais, ils appellent ça un guide complet du centrage en CSS, proposé par csstrix.com et qui va donner toutes les techniques connues et reconnues pour centrer autant horizontalement que verticalement. Et les deux éléments en mélangés. CSS. Voilà, et ce que j'avais bien aimé, c'est qu'il demande, c'est un peu fait sous forme de questionnaire. De questions, On dit, ouais, c'est est-ce que tu dans veux quel centrer cas tu te trouves, voilà, tu veux être centré verticalement, d'accord, alors est-ce que tu as un élément inline ou pas inline, etc. Et du coup, ça traite un peu tous les cas. Moi, donc, Ouais, voilà, c'est facile de trouver quelle est la bonne technique à utiliser en fonction du cas d'utilisation, du cas dans ça. lequel on se trouve. Donc Et- c'est un bon lien à garder Et je trouve que ça illustre bien le fait qu'il n'y a pas une seule technique pour centrer les choses en CSS. Oui, bah, il y en a clairement. plein en fonction des cas dans lesquels on est. Donc, Donc, un bon lien pour les Ouais. débutants et même pour les gens un peu plus ouais, quand, expérimentés, mais qui se trouvent, tiens, je dois bloquer ça. quand il est tard et je qu'on dois est centrer fatigué, ça, c'est bien de l'avoir sous la main. On gagne du temps, ça nous repose le cerveau et on sait bien qu'il en a besoin. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, ça conclura la toolbox et je te propose qu'on passe à la zone 404. En avant dans la zone 404. Et dans la zone 404, nous allons vous parler de HAML, qui est un nouveau système de templating pour simplifier la réalisation d'un template HTML. Vous verrez, il y a beaucoup moins de code à écrire que si on écrivait du HTML classique. Hein. Moi, ça me rappelle un petit peu le Zen Coding, vous verrez, qui permettait de générer toute une arborescence, tout un balisage HTML en écrivant quelques règles CSS. On dit, voilà, je veux une div, puis à l'intérieur de cette div, je veux un span, et dans ce span, je veux un H1, et pouf, ça fondait le HTML. Alors, c'était une extension qui était intégrée dans les éditeurs de texte, en type Sublime Text et autres, qui permettaient de faire ça. Donc voilà, moi j'avais trouvé ça curieux comme projet. Pour être très clair, je n'ai pas bien vu l'utilité, mais je suis convaincu que Teddy a autre chose en tête. Alors déjà, c'est pas nouveau, c'est un nouveau système de templating. Tu vois que la version c'est quand La même version, la c'est 4.1. 4.1. Bêta 0. Donc c'est un petit bout de temps, c'est très souvent utilisé Ouais, en Rails. d'accord. C'est même très souvent le langage du template. Par défaut, Ouais. carrément. Enfin non, c'est pas par défaut. Le par défaut c'est toujours ERB, mais par défaut pour beaucoup de templates d'applications Rails. Ça va être intégré par défaut dans un template d'application. Ouais, c'est pour une gemme remplacer que les tu ERB. rajoutes, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et il y en a beaucoup qui l'utilisent. Qui en fait. l'utilisent. Et en fait, ça a pas mal d'avantages, mais surtout, c'est beaucoup moins verbeux que du HTML. Dans le sens où, si tu retrouves un exemple, non, t'en as pas là, t'en avais un sur la home en fait. Sans Ouais, problème. yes. Tu vois, regarde, pour un petit section avec deux titres et un div avec du contenu, tu passes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oula, 7 lignes à 5. Sachant que le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de. Si tu respectes. Alors, il faut respecter l'indentation, surtout, c'est important. Ça me rappelle l'indentation sous Python, où tu sais, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est vraiment important, mais du coup, ça va te fermer toutes tes divs et toutes tes sections automatiquement. Ouais, du Quand coup, ce c'est sera fini les généré. balises qui se chevauchent. Voilà, c'est ça.
Et tu vois, quand tu arrives dans un grand template, où parfois ça peut être assez compliqué, où tu peux avoir plein d'indentations, etc., d'imbrications, du coup c'est quand même beaucoup D'avoir plus ça, simple. c'est un peu plus. Et surtout, tu vois, c'est beaucoup moins verbeux. Tu vois, enfin, faut ouvrir toutes tes balises H1 et les fermer derrière. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu écris juste H1 et du égal coup- et puis ta variable. Et du coup, comment ça se passe quand tu bosses avec un développeur front office qui t'a fait toute l'intégration en HTML statique et que tu dois toi la dynamiser dans ton truc? Ah, Du bah, coup, là, moi, personnellement, l'apprends enfin, et je suis pas arrivé dans ce genre de cas. D'accord. Je sais pas s'il y a un truc qui va te permettre de transformer du convertir HTML en AML. Ça me paraît pas évident, mais Mais du coup, toi, dans cette situation-là, bah, tu je gardes reste en ton HTML, ERB, tu restes en ERB et Ouais. puis tu envoies comme Exactement. d'habitude, ça change rien. Enfin, ça change rien, ça change pas tes habitudes de travail. Non. D'accord, ok. Donc, ouais, c'est quand en fait, AML, c'est c'est le vraiment bien développement. quand tu crées ton. Quand tu fais l'intégration HTML directement dans le. Et là, dans le ce cas-là, développement, ça vaut le coup d'utiliser. Et après, s'il n'y a pas un outil qui te permet de convertir, ça m'étonnerait que ça existe, hein, parce que c'est quand même. ouais, je pense très pas. compliqué à faire. À mon avis, ça me paraît pas évident. Mais voilà, il faudrait vraiment être sûr que. Il faudrait valider avant que ton document HTML il soit valide et que tout soit bien fermé. Ouais, Ça me paraît. Mais peut-être que ça existe, hein, très franchement, j'en suis pas sûr. ça marche. Mais voilà, l'avantage, c'est vraiment ça, c'est que t'écris, c'est beaucoup moins verbeux ce que t'écris. D'accord, donc toi, Tu vois, quand t'écris toi, un- tu je t'en sais pas, sers quand tu- régulièrement en fait. Quand tu mets un div et que tu lui donnes une classe et un ID, et ben t'es pas obligé d'écrire. J'ouvre mon crochet, ou je sais même pas comment ça s'appelle, j'écris div espace ID égale entre guillemets contente et espace classe égale quelque chose. Tu mets, t'écris ta div comme si tu t'en faisais un sélecteur CSS. D'accord, ouais, je Et comprends. tu fermes pas derrière. Voilà, c'est ça que tu gagnes en fait, c'est que c'est vraiment beaucoup moins verbeux, quoi. Ça marche. Bon, Après, bah, écoute, moi, j'étais pas convaincu, mais Moi, je l'ai utilisé que en Ruby on Rails, je sais pas si tu peux l'utiliser autre part. il me semble pas. Hein. J'ai pas. Voilà, c'est en dehors de Ruby, je pense pas. Je sais. Non, là, ça a l'air d'être vraiment fait pour Rails. Hein. Il y a peut-être des, tu sais, ils ont peut-être fait, il y a peut-être eu des portages après qui ont été faits de manière indépendante. Peut-être. Mais là, aucune idée. du coup, on n'a pas de, c'est pas forcément le cas. Enfin, tu vois, là, récemment, j'ai refait un peu de Smarty. C'est un peu dans le même genre. Ah, mais le Smarty, c'est une galère, quoi, t'écris. Pourquoi il faut écrire littéral à chaque fois, quoi. Bon, amis développeurs Smarty, Teddy partage votre peine. Voilà. Bon, après, c'est peut-être un vieux truc, je sais pas, C'est comme ça. mais voilà, c'est. Ok, bah écoute, ça conclura la zone 404. Comme d'habitude, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci Vous beaucoup. pouvez nous retrouver pour ma part sur www.benjaminazan.com comme d'habitude, Teddy sur Twitter @bellybast et Cédric Morel sur linkedin.com. Et ben merci et à très bientôt. Salut.